on a quelqu'un qu'on aime et qu'on perd cette personne, ce qui se déclenche autour de vous, c'est une absence. On ressent l'absence. Et c'est paradoxal parce que cette absence, elle est comme une présence. La personne est presque mise en valeur dans des objets, des photos, des souvenirs, des lieux. Il y a tout quelque chose d'assez particulier qui crée une sorte de cristallisation sur cette personne qui n'est plus là et d'une certaine manière qu'on cherche et qui remonte, non pas de l'extérieur, mais qui remonte à travers vous et vous force à réinterpréter le cadre autour de vous. Et je me suis aperçu que cette absence était véritablement constituée d'un ensemble de choses à la fois concrètes, mais aussi de choses qui venaient profondément de mon développement psycho-affectif, parce que c'était ma mère, donc des choses qui sont à l'intérieur, qui remontent et qui changent d'une certaine manière, qui colorent autrement tout le réel autour de moi. Donc là, je me suis dit, mais cette disparition, elle laisse quand même quelque chose de très mystérieux qu'il faudrait explorer. Pas simplement quelques objets qu'on charge affectivement, mais quelque chose de plus important. Il y a soi déjà. Il y a soi, c'est-à-dire que lorsqu'on perd sa mère, on perd toute une partie de soi, il y a toute une partie de soi qui s'en va. On l'incorpore aussi. Comme on l'a incorporé, parce que là, il faut savoir que du point de vue historique, puisque nous sommes devant un public qui s'intéresse à l'histoire. Pas uniquement, il s'intéresse à mais l'écrivain aux Antilles, on est en situation coloniale, et la seule histoire qui organise en tout cas le récit de cette entité anthropologique assez particulière que constituent nos populations, c'est l'histoire coloniale, c'est-à-dire tous les monuments, tous les noms de rues, et le discours à la fois ce qu'on apprenait à l'école et le discours officiel, ce n'était que le récit colonial. Et ce qui fait que l'absence était présente, c'est-à-dire que tout ce qui constituait les peuples amérindiens qui ont été génocidés, les millions d'Africains qui ont été projetés comme ça sur toutes les îles et sur toutes les Amériques ont constitué véritablement une absence fondatrice. Et là, l'absence est fondatrice. Et c'est ce que j'ai bien ressenti lorsque j'ai perdu ma mère. L'absence que provoquait ma mère, d'une certaine manière, me reliait à l'absence collective qui avait présidé à la constitution de notre culture, de notre identité. Et c'est à partir de cette absence très intime, très personnelle, qui est liée à mon moi, à mon je pars d'une certaine manière à une exploration multidimensionnelle de ce qui constitue les réalités créoles américaines. Qu'est-ce que nous ont laissé les peuples amérindiens? Ils ne sont plus là, ils ont été génocidés, pourtant ils sont présents. Comment se manifeste leur présence? Ces millions d'Africains, toutes ces ethnies différentes qui se sont retrouvées dans les plantations esclavagistes et qui ont essayé de survivre, qui se sont réhumanisés malgré la damnation esclavagiste, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Comment retrouver cette mémoire qui n'est pas portée par la chronique coloniale et qui n'est même pas portée par le récit oral, parce que les cultures créoles qui sont nées dans les plantations esclavagistes sont des cultures liées à la langue créole. La langue créole n'a pas été écrite, donc nous relevons d'une certaine manière de l'oralité. Mais l'oralité n'a pas pris en charge comme le fait le griot africain. Le griot africain est presque un historien oral, c'est-à-dire il trace un petit peu toute une continuité de communauté. Nous, on n'a pas eu ça. Donc il y a une grande absence et pourtant ils sont là, ils ont œuvré, ils ont résisté, ils ont produit des éléments culturels, ils conditionnent un peu nos comportements, nos manières d'être, de danser, de faire, etc. Donc, à partir d'un jeu très intime, je fais une exploration de toute une absence qui constitue finalement une communauté assez originale et assez inédite. Pourquoi elle est inédite? Parce que, et d'ailleurs, on a beaucoup souffert lorsque dans les années, je suis né en 53, donc dans les années 60, on a commencé aussi à participer au processus de décolonisation. Il fallait faire comme toutes les colonies. Depuis 1945, tout le monde commençait à essayer de secouer le joug colonial et à exister. Et lorsqu'il nous a fallu, nous, Antillais, Martinique, Guadeloupe, Guyane, il nous a fallu nous aussi rentrer dans le processus de décolonisation, on s'est retrouvés très démunis. Pourquoi on s'est retrouvés très démunis? Parce qu'un colonisé normal, entre guillemets, il a un avant la colonisation, soit en Algérie, au Vietnam, dans tous les pays qui ont subi la colonisation,
Il pouvait opposer à la langue du colonisateur, à tout ce qu'il imposait, à ses traditions, à ses valeurs, à son imaginaire, il pouvait opposer une antériorité. La difficulté avec les peuples créoles américains, c'est que nous sommes nés dans la colonisation. Et c'est ça le terrible. C'est-à-dire que lorsqu'on a une revendication identitaire, lorsque Césaire va revendiquer la négritude, que Glissant, que Fanon vont entrer dans un processus eux aussi de décolonisation, ils le font non pas à partir d'une antériorité d'avant la colonisation, mais ils le font véritablement au cœur d'une complexité nouvelle qui fait que le colon est dans la fondation de nos populations, de mon imaginaire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça fera peut-être plaisir à Sarkozy, j'ai des ancêtres africains, mais j'ai aussi des ancêtres qui viennent d'Europe, qui viennent de partout. La différence, c'est que je n'ai pas, je partage les ancêtres, qu'il y a une infinité d'ancêtres qui me viennent des Amériques, de l'Afrique et de l'Europe. Et cette complexité-là était importante. Pourquoi elle était importante? Parce que nous avions l'habitude de penser les communautés sur les modalités anciennes. C'est-à-dire, quand une communauté de sapiens voulait organiser sa vie sur un territoire et surtout posséder un territoire particulier, cette communauté se racontait des histoires. La première histoire, c'était une genèse, une création du monde. Après la jeunesse, il y avait la création, un mythe fondateur, des mythes fondateurs, mais généralement il y a toujours un mythe inaugural qui va générer ce qu'on peut appeler l'histoire de la communauté. Et le processus qu'on va connaître aussi avec les États-nations, c'est qu'on aura un grand récit national qui légitime d'une certaine manière la présence d'une communauté dans un territoire particulier et qui d'une certaine manière reste un absolu. Ma langue, ma peau, mes ancêtres, etc., etc. Cet absolu était exclusif de l'autre. Et ce fondement, je dirais, vertical de l'identité et exclusif de l'autre, lorsqu'il a fallu opérer les processus de colonisation, on les a actionnés. Mais nous, c'était très difficile puisque nous n'avions pas de genèse, ou alors il fallait prendre les genèses amérindiennes, les genèses africaines et les genèses européennes. Nous n'avions pas de genèse. Nous n'avions pas de mythe fondateur. Et quand ou alors tous les mythes fondateurs amérindiens, africains, etc., quand on a trop de mythes fondateurs, il n'y a pas de mythe fondateur. Et quant à l'histoire, nous n'avions pas un grand récit, entre guillemets, national. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui venaient de partout et les récits étaient emmêlés. Le seul récit... Vous étiez les pionniers de la mondialisation, enfin de la globalisation. D'une certaine manière. Et c'est Édouard Glissant. Il y a des très belles expressions d'Édouard Glissant. C'est le tout le monde. C'est le tout le monde. C'est ce qu'il va se confronter à cette énigme. Mais comment on va faire? On n'a pas de genèse, on n'a pas de mythe fondateur, on n'a pas une histoire avec un grand H. On est il y a plusieurs races, plusieurs phénotypes. Il y a deux langues qui se combattent, la langue française dominante et puis une langue qui a surgi dans la plantation, la langue créole, qui est comme un écho du monde, qui reprend du lexique anglophone, amérindien, africain. Bon, on était vraiment dans une situation extrêmement complexe et on avait du mal à retrouver cette certitude, cet atavisme, ce grand récit national et identitaire que tout le monde recherchait, était très difficile à élaborer. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, d'une certaine manière, si Frantz Fanon, il a quitté la Martinique et il a adopté presque le combat algérien, mais d'une certaine manière, en adoptant le combat algérien, il trouverait un certain confort, je dirais un confort identitaire, puisque on avait une culture atavique millénaire qu'on pouvait très clairement opposer à la domination. Et il aurait peut-être été très embarrassé dans la situation antillaise où le colon fait partie de la mosaïque culturelle, fait partie de la mosaïque identitaire, et l'histoire coloniale fait aussi partie du récit particulièrement inédit que nous devions essayer d'élaborer pour dire ce que nous étions. Et cette difficulté-là, elle a été pendant longtemps très embarrassante. Et c'est Glissant qui va la résoudre en faisant deux choses qui sont importantes et c'est là peut-être qu'on voit l'importance de la vision du romancier. J'ai beaucoup entendu ces jours derniers, l'histoire n'est pas un roman, l'histoire c'est une science, etc. etc. Mais dans la situation antillaise, lorsque tous les écrivains, enfin tous ceux qui se sont intéressés à la réalité antillaise, parce que Césaire, lorsqu'il apparaît,
il trouve une situation d'exploitation coloniale, de déni du nègre, l'Afrique c'est la barbarie, le nègre c'est pas vraiment un homme, donc il va pousser le grand cri nègre poétiquement. Le cahier de retour au pays natal va d'une certaine manière réaffirmer l'humanité des Noirs et d'une certaine manière les splendeurs civilisationnelles, culturelles, les ombres et les splendeurs civilisationnelles, culturelles de l'Afrique. Donc il va faire d'une certaine manière quelque chose qui est de l'ordre du cri. Et d'ailleurs dans la poésie de Césaire, on va beaucoup entendre parler du cri, et c'est pourquoi Césaire est poète, parce que la parole poétique est la parole primordiale. C'est celle qui va véritablement essayer d'avancer dans l'obscur, de saisir un indicible et de donner du sens à des choses que l'on sent en soi mais qu'on a du mal à exprimer. Donc Césaire va revendiquer l'Afrique et ça va faire un bien immense à toutes les Amériques. C'est à partir de ce moment-là, puisque vous le disiez, qu'il n'y a pas eu de récit national, c'est avec les poètes et les écrivains modernes, parce que là on parle du XXe siècle, que le récit national commence à s'écrire. Et bien voilà, c'est-à-dire que là, lorsqu'on aura le cri poétique césarien qui va nous nourrir, qui va nous restituer symboliquement l'Afrique et qui nous permettra de faire ce qu'on peut appeler une sorte de catharsis bienheureuse, enfin bienfaisant, récupérer notre peau noire, assumer nos ancêtres africains, etc. Il va se passer quand même quelque chose assez particulier, c'est que ce qui était libérateur, c'est-à-dire la restitution de l'Afrique et de la négritude des Amériques et de la Caraïbe, d'une certaine manière occultait la complexité de ce qui s'était produit en termes de mélange, de métissage, d'hybridation, enfin une réalité composite que le discours négritude ne permettait pas suffisamment d'explorer. Et c'est Glissant qui va développer toute une série de concepts. Je ne sais pas si on peut dire des concepts pour un poète, on peut dire poécète, plutôt que de dire concept. Il développe toute une série de poécètes où il va dire, mais regardez bien ce qui va se produire, on arrache des millions d'Africains de la côte, la traite qui va durer plusieurs siècles, un truc absolument terrible, et l'Africain qui est arraché à la côte du bateau négrier va connaître dans la cale du bateau négrier quelque chose d'absolument inconcevable, une sorte d'impensable véritablement. Lorsqu'on reste plusieurs semaines dans les conditions qui sont faites dans la cale d'un bateau négrier, c'est quelque chose qu'aucune cosmogonie, aucune genèse, aucun mythe fondateur, aucune prière, aucun chant, aucun rituel sacré, aucune certitude identitaire et culturelle ne peut comprendre, expliquer, surtout dépasser ou donner du sens à ce qui se passe dans la cale. Et Glissant va inventer un premier poécète, il va dire, mais la cale du bateau négrier, c'est quelque chose d'important et peut-être qu'il ne faut pas faire comme Césaire l'a fait, sauter par-dessus le bateau négrier pour aller retrouver l'essence africaine fondatrice. Il faut rester sur cette cale et considérer que la cale est le lieu d'une genèse, mais que ce n'est pas une genèse habituelle, ce n'est pas cette genèse qui crée un mythe fondateur, une histoire avec un grand H, une exclusion de l'autre et puis des certitudes, des absolus culturels, identitaires, etc. C'est une genèse qui va ouvrir à la diversité, et donc il va appeler ça une digenèse. Pourquoi elle ouvre à la diversité? D'abord parce que dans la cale du bateau négrier, les négriers veillaient à mélanger les ethnies africaines pour qu'il n'y ait pas d'entente au moment, pour qu'il n'y ait pas de révolte. Il y avait quand même des révoltes, je raconte ça un peu dans mon livre, il y avait quand même des révoltes, mais ils essayaient de mélanger. Donc dans la cale du bateau, on a une multitude de dieux, de langues, de sensations, d'imaginaires, de perceptions différentes du monde qui n'arrivent pas à se prendre. Donc on a une sorte d'émiettement anthropologique absolument terrible. Et dans cet émiettement anthropologique, on a une pulvérisation de tout l'imaginaire qui était lié aux certitudes ataviques, pulvérisation de tout cet imaginaire qui fait que lorsque celui qui va survivre au bateau, parce que bien sûr personne ne peut survivre, c'est vrai qu'on ne peut pas survivre physiquement au mauvais traitement, mais il y a un truc que Sapiens ne supporte pas, c'est quand tout son imaginaire, vous savez que Sapiens habite à 80% son imaginaire. Lorsqu'il a été confronté au réel, il s'est construit une sorte de bulle comme ça, en se créant des dieux, des diables, des démons, des systèmes religieux, des systèmes philosophiques, etc. Et Sapiens habite plus son imaginaire et ses certitudes et son grand récit communautaire, ou ce qu'on peut appeler son grand récit national, entre guillemets, il habite plus que la réalité. Et quand ça s'effondre, effectivement, quand c'est dissipé par la cale du bateau négrier, il faut renaître de manière très très particulière, et que Glissant va explorer de manière poétique. Il va dire celui qui survit à la cale du bateau
qui arrive à échapper à l'effondrement de ses certitudes et de son esprit et qui meurt, parce que presque plus d'un tiers des cargaisons mouraient, etc. Ceux qui survivent vont débarquer de manière très très particulière, et ils vont débarquer non pas comme étant des Africains tels qu'ils étaient au départ, mais des êtres humains brisés, décomposés, qui portent en eux des traces mémorielles, des traces de rituels, des traces de Dieu, des sensations anciennes. Ne viennent pas comme les autres migrants aux Amériques avec des bibliothèques, des casseroles. Ils viennent nus parce qu'on les a dénudés, on a tout enlevé, tous les fétiches, etc. Ils viennent nus et leur esprit est complètement, la certitude de l'imaginaire est complètement décomposée, et ils descendent de deux manières. Ils descendent seuls, ils ne descendent pas de manière communautaire, ils descendent de manière individuelle, et ils descendent avec des traces, et non pas avec une identité, une mémoire bien élaborée. Et c'est ça qui va créer ce phénomène qu'il va analyser, qui s'appelle la créolisation, la rencontre, les synthèses, les ruptures, les hybridations de tous les éléments culturels qui vont se trouver dans la plantation esclavagiste, à savoir les restes des cultures amérindiennes, la diversité des traces venant de l'Afrique, et puis bien sûr les valeurs dominantes du colon, avec toutes les immigrations qui vont se faire par la suite avec les hindous, etc. Et la créolisation, donc, c'est la mise en convergence massive, accélérée et brutale de plusieurs peuples, plusieurs imaginaires, plusieurs langues, plusieurs conceptions du monde, qui vont produire un phénomène qu'il va longtemps analyser et qu'il va déclarer très très vite, hein, dès les années 50, quand il sort son premier livre, Soleil de la conscience. Au moment où les décolonisations commencent, tout le monde commence à opposer au récit du colon, on oppose un récit anticolonial, c'est-à-dire on crée face au récit national du colon, on invente un récit du colonisé qui s'oppose. D'ailleurs, ils ont repris les frontières, les hymnes nationaux, ils ont bien adopté le principe de l'État-nation, donc ça a été une sorte de renversement. Mais Glissant va dire quelque chose d'assez fabuleux dans Soleil de la conscience dans les années 50. C'est-à-dire, bon, d'accord, nous sommes en train de lutter contre la domination occidentale et il faut que ces peuples se libèrent, mais il s'est produit quelque chose dans le monde depuis que Colomb a découvert les Amériques. Il s'est produit une ultime mondialisation. Et que là, maintenant, nous sommes dans une situation où les cultures, les peuples, les langues, les dieux, les conceptions du monde, les imaginaires rentrent dans des contacts, des chocs, des hybridations, chacun s'influence, etc. Une réalité qui est massive, totale, accélérée, qui ne va pas cesser de s'accélérer du fait des développements, des déplacements, des mobilités, enfin bon, toutes les réalités que nous connaissons, avec bien sûr toutes les accélérations technologiques, Internet. Et il va identifier quelque chose, il va dire, nous allons désormais vivre dans la relation. Nous allons vivre dans de grands flux relationnels et non plus dans des absolus identitaires, nationaux, linguistiques, tels qu'on les a connus auparavant. Et c'est dans ces flux relationnels intenses qu'il faudra essayer de nous définir nous-mêmes. Je suis épaté parce que c'est positif, on vous écoute, vous êtes un magnifique écrivain et vous êtes un superbe conteur, sauf que je vous entends, nous ici on vit l'inverse de cela aujourd'hui. Choc des cultures, c'est la fracture des religions, vous avez dans quelle situation? Alors que vous êtes dans un brassage hybride qui donne un tout, il y a la relation à l'autre, il y a le tout monde de glissant, et on est dans une forme de quête d'harmonie qui n'existe plus. Enfin, ici, Oui, ça je le disais, je le disais souvent à Glissant, et on avait tendance à dire, mais si nous sommes nés dans une situation composite, et que bon, une fois qu'on a dépassé les absolus, bon, on dit bon, la négritude, d'accord, on l'accepte, on récupère l'Afrique, mais ça devient un élément, même si c'est un élément central, mais ça devient un élément parmi d'autres éléments pour essayer de nous comprendre. Donc nous rentrons dans une complexification de ce que nous sommes et nous commençons à considérer ce que peut être une identité non pas exclusive de l'autre, mais une identité relationnelle. Une identité dans laquelle je peux changer en échangeant sans pour autant me perdre ou me dénaturer, comme Glissant le répétait. Et lorsqu'on travaillait toutes ces idées-là, je lui disais, mais ceux qui sont nés dans des situations composites sont mieux armés pour vivre le monde actuel que ceux qui relèvent de cultures ataviques, de certitudes, d'absolus, de millénaires de traditions. Il me dit non, parce que les phénomènes relationnels sont complètement imprévisibles. Et ce qui vient, nous ne savons pas du tout. Personne ne sait comment va évoluer la France, personne ne sait comment va évoluer le monde, que ce sera
que sera le climat de la Terre dans les 50 ans qui viennent. Nous sommes en face de certitudes absolument incroyables et il est très très difficile aujourd'hui de se positionner de manière un peu avec je dirais des absolus, des certitudes et puis surtout des fixités. Les anciennes fixités qui étaient dans les communautés archaïques, lorsqu'on dit le récit national, d'une certaine manière, le récit national essaye de reproduire le même. C'est notre récit national qui est en train de passer. De reproduire lui-même, c'est-à-dire une société a découvert un certain savoir-faire, reproduit, on transmet aux générations, la mémoire est importante, les personnes âgées, les mémoires anciennes sont importantes, on cherche à reproduire lui-même. Et dans le système, dans ce qui se produit dans la relation, personne ne sait comment on va évoluer. D'une certaine manière, nous devons à la fois nous préparer, mais préparer nos enfants à des modèles sociétaux ou civilisationnels que nous ne connaissons pas, avec les accélérations technologiques. Et il disait, de ce fait, tout le monde est désemparé devant le fait relationnel, devant le tout le monde. Il disait, nous sommes tous de jeunes poètes, c'est-à-dire que nous avons un cri refondateur à exprimer, et ce n'est pas parce qu'on est composite, qu'on vient d'une culture composite, qu'on sera plus à l'aise dans cette fluidité de diversité qui traverse tous les pays, les rencontres, les imaginaires qui se touchent, etc. etc. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans les peuples composites, lorsqu'on vit aux Antilles, lorsqu'on vit dans la diversité, on recherche une certitude, on recherche un absolu. Lorsqu'on est, parce que d'autant que le discours colonial méprisait le métissage, c'est-à-dire on était des bâtards, on n'a pas d'identité, on n'a rien, donc il fallait montrer qu'on avait une identité en se basant sur le modèle colonial, c'est-à-dire le modèle ma langue, ma peau, mon Dieu, mes ancêtres, etc. Tous les absolus comme ça qui ont été transformés en des armes et qui étaient imposés aux colonisés. Le colonisé faisait pareil, il cherchait sa langue, sa peau, son Dieu, etc. Mais nous, on était embarrassés puisque nous, ça partait dans tous les sens, on avait plusieurs langues, on avait des dieux qui viennent de partout, etc. Et on était, lorsqu'on vit cette situation composite, on a envie d'absolu. C'est pas la plupart des Antillais, et même jusqu'à aujourd'hui, et même les Noirs américains qui sont des créoles, ce ne sont plus les Africains qui sont des créoles, puisqu'ils sont le produit d'un phénomène extrêmement complexe de métissage imprévisible, se disent africains-américains, c'est-à-dire d'abord africains, c'est-à-dire comme des Africains qui ont été une sorte d'essence africaine anthropologique qui ont été posés en Amérique et qui n'ont pas bougé. Donc ils se positionnent plus comme ça parce que vivre le composite, c'est vivre une sorte de fluidité très très difficile à vivre que nous n'avions pas l'habitude. Les êtres humains avaient plus l'habitude de l'absolu communautaire, du grand récit communautaire, dans lequel le récit individuel était à très basse intensité et qui vous donnait pratiquement comment percevoir le monde, comment vivre, comment manger, comment vous comporter, etc. C'était à peu près clair. Mais lorsqu'on est dans du composite et qu'on est méprisé, que le métissage est méprisé, là on a une recherche d'absolu. Donc nous ne sommes pas prêts à vivre la relation. Nous avons tout un travail pour récupérer un imaginaire de la relation qui nous permettrait de reconsidérer la situation de laquelle nous étions. Et lorsqu'on est d'une culture atavique, aussi, on n'est pas prêt, puisqu'on a tellement de pesanteur et d'absolu qu'il faut défendre soi-disant, et on a du mal à comprendre que la seule permanence qu'on puisse envisager en termes d'histoire, d'identité, d'espace linguistique, c'est à la fois une très grande fluidité, nourrie par une diversité permanente, et finalement sans les vieux absolus communautaires. Donc tout le monde est désemparé par ça. On peut avoir de grands poètes de la relation qui naissent d'un pays composite. On peut aussi avoir de grands poètes de la relation qui naissent d'un pays atavique. Parce que, d'une certaine manière, l'atavisme identitaire, historique, culturel peut donner une sorte de goût pour l'éruption du divers, un peu comme Ségalène. On a eu beaucoup de grands voyageurs, on a eu Gauguin. Quand on voit l'histoire occidentale, on a eu de grands voyageurs qui, d'une certaine manière, ont été fascinés par la diversité du monde et qui ont senti une sorte d'appel de la diversité. Donc on peut aussi avoir l'imaginaire relationnel qui surgit de la situation atavique, et bien sûr, lorsqu'on est dans la situation composite, c'est-à-dire tous ceux qui résultent du choc de l'Occident contre les peuples anciens qui produisent quelque chose de nouveau, ceux-là aussi, par un travail particulier, peuvent accéder à l'imaginaire relationnel. En tout cas,
quel que soit l'endroit où on se situe, on n'est pas mieux armé. Là, le travail que nous avons à faire, c'est d'envisager cette dimension relationnelle. Et donc, nous sommes d'une certaine manière dans une période de fondation et de refondation. Et c'est extraordinaire parce que lorsque ma mère meurt, je vois cette absence, je me dis, mais c'est quoi, pourquoi elle est encore plus présente qu'avant? Donc, j'explore ça poétiquement dans mon livre. Et en explorant, je m'aperçois que j'avais fait pareil pour comprendre les communautés antillaises, pour comprendre les Amériques, pour comprendre le jazz, pour comprendre la biguine, pour comprendre les arts aux Amériques. On ne peut pas le faire si on ne s'est pas interrogé sur le fait que l'Afrique est absente, présente. Le jazz, on ne peut pas comprendre le jazz si on n'a pas l'absence tutélaire qui régit toutes les musiques, la salsa, la biguine, le reggae, même le tango. On a une absence qui est l'Afrique, la polyrythmie africaine est présente de manière incroyable. Donc je me suis aperçu que l'absence était très très étrange parce qu'elle provoquait une sorte de réactivation de la créativité de Sapiens. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fondamentalement a provoqué la créativité extraordinaire de l'Homo sapiens? Lorsque la conscience réflexive va surgir chez Sapiens, je me suis beaucoup plus à imaginer cela, il va être absolument terrifié. Il découvre le réel, il prend conscience du réel, et il se découvre dans ce réel. Donc ça, c'est une conscience réflexive étonnante. Donc il y a deux sentiments qui sont absolument presque inséparables. À la fois un émerveillement devant les splendeurs du vivant, le cosmos, les étoiles, la puissance des éléments, enfin bon, la plénitude du vivant autour. Sapiens est absolument émerveillé. Donc il y a en lui le sentiment du sacré et du divin qui naît comme ça devant tant de splendeur. Et puis il est terrifié parce qu'il ne comprend pas, il n'a pas de nom, il n'arrive pas à expliquer ce qu'il voit. Et il sera d'autant plus terrifié qu'il va découvrir la mort. La mort, bon, c'est un processus qui n'est pas... les états de conscience précèdent l'éruption de Sapiens. On a des états de conscience chez les animaux. Moi, je pense même qu'il y a des états de conscience chez les végétaux. Mais, vous parlez d'intuition. Oui, ce sont des intuitions, mais bon, il y a quand même beaucoup d'attention de portée. On a des états de conscience, mais la plénitude d'une conscience réflexive apparaît avec Sapiens. Et Sapiens est à la fois émerveillé et terrifié, d'autant plus terrifié que la mort va surgir, qu'elle est inconcevable, inadmissible. Et on s'aperçoit que face à l'impensable du réel et face à l'impensable que va constituer la prise de conscience de sa propre mort et de la mort de son prochain, Sapiens va déployer toute la créativité, c'est-à-dire cette bulle imaginaire dans laquelle il va se mettre à habiter, les dieux, les démons, les systèmes religieux, les systèmes philosophiques, enfin toute la créativité, ce qui va donner des cultures, les civilisations somptueuses que nous connaissions. Toute la créativité de Sapiens est confrontée à l'impensable, à une formidable absence de compréhension, une absence de sens qu'il fallait absolument combler. Et j'ai fait presque pareil face au décès de ma mère. Donc cette absence qui est comme ça, qui se met à la fois vous aspire dans un abîme et qui en même temps vous renvoie des choses qui vous remplissent, il fallait essayer d'une certaine manière de lui donner un sens et de faire un processus qui avait disparu et qui a disparu dans les espaces sociétaux ou culturels contemporains. Dans les communautés archaïques, le développement psycho-affectif de l'enfant était rythmé par des seuils. Toutes les communautés archaïques organisent des seuils, des initiations. Ce sont des initiations. Dans le processus d'initiation, à un moment donné de son âge, on meurt et on renaît. Toute initiation, c'est une mort et c'est une renaissance. Les communautés archaïques organisaient ces seuils parce que la renaissance, il y a une partie de vous qui mourait, mais la renaissance était d'une certaine manière une mise en conformité avec les absolus de la communauté, ce que la communauté ordonnait à l'individu, parce que l'individu était tenu à très très basse intensité. Donc il avait une manière de se comporter, une sexualité dominante, une manière de faire, de manger, des dieux, une langue, enfin bon, tous les absolus que nous connaissons, qui allaient donner par la suite les grands récits nationaux des États-nations. Donc tous ces absolus-là étaient d'une certaine manière organisés. Il vous dit, Sapiens, c'est aussi des messes. Et derrière des messes, rien ne prend lorsqu'on est dans les systèmes cognitifs rationnels et lorsqu'on est dans les absolus, etc. On ne prend pas cette dimension symbolique qui était traitée jusqu'alors par les systèmes symboliques, les systèmes sacrés, les rituels.
Un rituel, une initiation traite une partie qui est indicible, une partie de l'esprit qui est presque obscure. Qui est partagée par une communauté. Et qui est partagée, en tout cas, derrière une communauté. On a des rituels, on ouvre la télé le soir, par exemple. Oui, mais le rituel suppose une cosmogonie, le rituel suppose un système sacré. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas, quand on dit qu'il y a des réflexes communautaires, il n'y a pas de communauté. Les communautés supposent, lorsqu'on a une communauté, ça suppose un corset symbolique très fort. Cosmogonie, jeunesse, mythe fondateur, etc. C'est ça qui... Il y a une ambiguïté sur communauté, parce qu'on le vit aussi. On a plus des agglutinations de situations. Communauté, c'est donc fermeture. Fermeture, et puis surtout le corset symbolique. Aujourd'hui, on peut avoir des agglutinations socio-économiques, des faits, des gens qui, pour X raisons, vivent les mêmes choses à un moment donné et puis se retrouvent. Et toute cette réalité composite et sans seuil et sans rituel crée une très très grande angoisse sur ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire des individus. Et nous sommes des sociétés d'individus. La mondialisation, l'ultime mondialisation faite avec Christophe Colomb, et puis tout ce que nous connaissons en termes de l'association, le recul du sacré, etc., va permettre l'émergence d'un processus d'individuation. C'est-à-dire que ce n'est pas la communauté qui va dire à l'individu comment son architecture de principes et de valeurs, sa morale, etc. C'est presque une construction personnelle, il faut construire sa légende personnelle, et on le voit bien dans le jazz. Les joueurs de jazz sont tous seuls, ce n'est pas un orchestre philharmonique où on a une partition qui est établie, on a vraiment des individus qui arrivent à un degré de plénitude et qui, dans l'improvisation, arrivent à trouver. Et nous sommes exactement dans les sociétés contemporaines, comme dans un orchestre de jazz, c'est-à-dire des sociétés d'individus qui doivent trouver de nouvelles solidarités, de nouveaux systèmes d'entraide et de nouveaux systèmes de participation. Et ça, c'est extrêmement terrible. Je vais vous citer, si vous permettez. L'esprit jazz est par essence un esprit religieux, je veux dire, qu'il relie infiniment et qu'il libère ainsi dans l'alchimie implosif de l'instant. Les improvisations se fécondent sans cesse. Dès lors, il faudrait envisager l'improvisation comme une solitude qui s'élance vers sa propre plénitude et qui, de ce mouvement de soi vers soi, de soi pour soi, font des solidarités fluides, des fraternités essentielles avec chacun, avec les autres, avec toutes les musiques possibles, avec le monde que ces musiques lui ouvrent. Oui, c'est-à-dire qu'un orchestre de jazz, c'est pas une communauté. Il jazz ici, il dit ça, il est fou. Un orchestre de jazz n'est pas une communauté. On peut dire d'une certaine manière qu'un grand orchestre philharmonique est une communauté. Un orchestre de jazz, ce sont des individus. Lorsque Maes choisissait son quatuor ou son trio pour enregistrer, il prenait des monstres individuels, c'est-à-dire des musiciens qui avaient développé un imaginaire particulier, qui s'était développé, qui était construit d'une certaine manière en solitude. Et c'est ça qui va se passer dans les plantations esclavagistes. Quand l'esclave africain qui survit avec ses traces va opérer le processus de contestation coloniale et qu'il va récupérer son humanité, qu'il va commencer à résister, il ne va pas le faire sur des bases communautaires, il va le faire sur des bases individuelles. Le premier résistant dans la plantation esclavagiste, ça va être bien sûr le nègre marron, celui qui s'enfuyait avec le coutelas, qui refusait, etc. Mais d'une certaine manière, ça va rester assez marginal. La résistance va se faire dans la plantation et produire quelque chose de nouveau de l'ordre culturel et de l'ordre de l'imaginaire. Mais le premier résistant, c'est le danseur. Le danseur, pourquoi le danseur? Parce que comme ce sont des migrants nus, il n'est pas venu avec sa bibliothèque de rituels, de langues, etc. Il n'a plus rien, il n'a que son corps. Il va chercher la mémoire corporelle, dans la mémoire corporelle, des restes de rituels, des restes de Dieu, des restes, je dirais, de réflexes qui ont été inscrits par les cultures précédentes, en tout cas originelles, et il va essayer de récupérer ça dans une relative obscurité. Quand il se met à danser, il n'a pas une partition, il n'a pas un code, il est obligé d'improviser. Donc il y a deux phénomènes qui se produisent dans la situation esclavagiste. Il y a un phénomène d'individuation, et l'individuation oblige celui qui veut récupérer son humanité, donc qui résiste à la déshumation esclavagiste, oblige celui qui veut retrouver sa nature humaine, l'oblige à improviser. Et c'est pourquoi dans toutes les musiques des Amériques, la Caraïbe, il y a la polyrythmie africaine, et sur cet océan absolument extraordinaire que crée la polyrythmie, chaque musicien de jazz, chaque musicien de biguine, chaque musicien de salsa, de reggae d'une certaine manière, va exprimer une plénitude individuelle. Et c'est cette plénitude individuelle qui va créer
la solidarité particulière. Et quand on regarde bien, les sociétés contemporaines sont comme ça. Aujourd'hui, ce que nous avons vécu en termes de rencontres accélérées, massives et brutales de diversité, c'est ce qui se produit dans la plupart des pays développés, donc presque dans la plupart des pays du monde. Et lorsque nous essayons de lutter contre le capitalisme financier, toutes les déshumanisations qui sont faites par ce système totalitaire, nous cherchons le discours du collectif, nous cherchons le nous. Nous nous disons, mais s'il y a si peu de militants, s'il y a si peu d'engagement, etc., c'est parce que nous sommes devenus des consommateurs et que nous sommes devenus égocentriques, égoïstes. Alors que je crois que c'est le contraire, et quand je plonge dans les absences de la plantation esclavagiste, j'ai découvert en fait que c'est la plénitude de chaque individu qui va permettre, d'une certaine manière, l'émergence des solidarités nouvelles et des entraides actives. Et ça, si on imposait à ces gens-là un système communautaire, comme ils ont dû essayer parmi les esclaves, retrouver l'ethnie, retrouver les vieux chants, etc., ceux qui faisaient ça, à un moment donné, s'épuisaient, parce qu'ils n'avaient pas la totalité du système ancien. Par contre, ceux qui vont permettre à chaque individu, avec ce qu'il a récupéré de l'Afrique, de tout ce qu'il habite, d'exprimer, d'improviser et de se créer lui-même, ça va permettre l'émergence d'une entité collective qui n'est pas une communauté, mais qui est un système d'entraide et de solidarité. C'est exactement ce que les grandes politiques publiques contemporaines sont, des politiques qui doivent permettre au maximum une élévation de niveau de conscience et de connaissance, permettre une plénitude individuelle. C'est raté pour l'instant. Ah non, c'est en cours, parce que regardez ce qui se passe, la grande catastrophe, mais qui est... Quand je suis sensible aux catastrophes humaines, depuis, je me dis, mais comment la traite négrière a pu durer tous ces siècles, alors que le niveau de conscience, de lumière était quand même... Donc c'est quand même un grand mystère. Eh bien pareil, aujourd'hui on a des milliers de personnes qui se noient dans la Méditerranée, enfin une espèce de truc qui est absolument inconcevable, qui se fait avec le niveau de conscience, de médiation, de perception que nous avons. Ça c'est absolument effrayant. Et on s'aperçoit que d'une certaine manière, les États, les systèmes organisés, les communautés étatiques, d'une certaine manière, n'arrivent pas à répondre, refusent de répondre et répondent très mal. Donc l'indignité, la mort est au rendez-vous, on laisse s'accumuler des noyades absolument effrayantes aux portes de l'Europe, par exemple. Alors que, en même temps, on a des individus qui se portent auprès des migrants, qui restituent un peu de dignité, un peu d'humanité, qui font tout un travail, qui réfléchissent à des chartes internationales. On s'aperçoit que l'imaginaire relationnel, il ne passe pas par les systèmes étatiques et institutionnels, il passe par des plénitudes individuelles qui, de fait de cette plénitude, lorsqu'on arrive à se développer personnellement et qu'on a un grand niveau de conscience et de connaissance, on a besoin immédiatement de l'autre. Je le raconte dans l'empreinte à Crusoe où mon Robinson, il est isolé, il récupère son humanité, et il va faire tout un travail pour construire sa solitude, et la construction de sa solitude, c'est-à-dire l'élévation de son niveau de perception de lui-même, son souci de lui-même, son souci véritablement d'une relation à la nature, au monde absolument la plus large possible, va créer le désir de l'autre et va créer solidarité entre elles. Et les grandes politiques publiques doivent favoriser aujourd'hui ces solutions qui passent par la culture. Nous devons faire du diaz avec nos sociétés. Ah, ça, je suis bien d'accord avec vous. Elles devraient. Moi, je regarde et je vous écoute, je suis complètement d'accord. Mais lorsque vous avez sur 10 personnes un sauveur, vous avez une minorité. Comment rendre cette richesse, cette démarche, cet esprit contagieux? C'est-à-dire le propager à un maximum de personnes, parce qu'il s'agit de construire cette conscience partagée. Oui, en fait, ce n'est pas l'erreur à ne pas faire. Bon, bien sûr, il faut réagir. Bon, il y a la commisération, il y a l'esprit de charité, il y a la compassion, il y a plein de choses qu'on peut essayer de mettre en avant. Mais ce qui est le plus essentiel, et c'est Glissant qui l'explique, il faut développer un imaginaire relationnel. On ne peut pas comprendre la situation, l'extrême fluidité du monde et des migrations aujourd'hui. Bien sûr, derrière toutes ces migrations, que l'on soit un réfugié politique, que l'on soit un réfugié climatique, que l'on soit un réfugié économique, il y a quelque chose qui fait que tout le monde aujourd'hui, de point de vue individuel, a une vision du monde, est habité par le monde. Le monde l'appelle d'une certaine manière. On peut ne pas y aller,
Mais il y a dans cette fluidité une donnée nouvelle qui est que le territoire est devenu l'espace-monde. Et que du coup, la pulsion pour se sortir des espaces un peu difficiles est devenue plus forte. Et que aujourd'hui, les vieux systèmes absolus avec des frontières closes, agressives et barbelées des États-nations ne peuvent plus fonctionner. La seule échelle qui est la nôtre aujourd'hui, c'est l'échelle monde. Et la fluidité des migrations qui va s'amplifier avec les phénomènes climatiques et les catastrophes et même l'effondrement du capitalisme financier qui ne va pas tarder, etc., on aura des bouleversements sociaux absolument incroyables qui fait qu'on aura des circulations dans tous les sens et il faut absolument une grande charte internationale d'accueil des migrants, en tout cas préserver au moins la dignité, éviter la mort, etc. etc. Un minimum, on peut au moins s'entendre sur un minimum. Mais cette grande charte, elle a comme énergie, je dirais comme poétique, un imaginaire relationnel. Donc ce n'est pas la compassion, la charité, il faut le faire, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser le vivre ensemble à l'échelle de tout le monde sans un imaginaire relationnel. Et l'imaginaire relationnel, à ce moment-là, ça change tout. L'identité relationnelle est très particulière, on peut choisir sa terre natale, on peut choisir sa langue, on choisit son Dieu, on peut choisir son type familial, on choisit sa sexualité. L'individu a une très très grande liberté qui est absolument angoissante. Voilà, consommation d'antidépresseurs dans le monde, c'est absolument effrayant. On a une très très grande liberté de réalisation. C'est vrai que face à cette angoisse, on a envie de retrouver le confort communautaire, fermer les portes et les fenêtres comme propose Sarkozy, Fillon, etc. Mais se mettre comme ça dans les grands vents relationnels du monde et se trouver comment se tenir debout, ça ne peut se faire qu'avec l'imaginaire relationnel. Et c'est ça que je raconte dans le livre et c'est ça qui se trouve dans l'histoire de Glissant. Ce qui fait que, pour parler d'histoire, on ne peut pas aujourd'hui, le seul grand récit qui soit recevable, c'est le récit de tout le monde. C'est-à-dire l'histoire devient une multitude, une tresse d'histoires, avec une variété de points de vue, avec des problématisations, avec tout ce qu'on peut imaginer. Le vieux récit national absolutiste, etc., il faut les laisser tomber. Pourquoi les poètes ne font pas de politique? Et ça changera. Les poètes font de la politique, mais, oui, non, mais au sens noble. Au sens noble, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande politique sans une poétique. Et la poétique est importante. Et là, on s'aperçoit que face à ce problème migratoire, c'est la poétique de la relation de Glissant qu'il nous faut essayer de construire. Ça ne sert à rien d'essayer de... Quand je vois que l'Europe va monter une brigade de gens qui vont se planquer avec des mitraillettes pour attendre les migrants, enfin bon, c'est absolument lamentable. C'est vraiment le vieil esprit... je ne dis pas que ça soit pas facile, que ça soit facile, hein, mais je dis quand même que en gardant le système, on ferme les portes et les fenêtres, on réactive les frontières barbelées, on réactive des identités meurtrières, comme dirait Malo, on rentre dans des absolus absolument qui excluent l'autre, mais on est dans la plus grande misère, dans la régression, et surtout, on n'est pas conforme à la dynamique vivante du monde. La dynamique vivante du monde aujourd'hui, c'est l'imaginaire relationnel. Et une collectivité, une nation, un individu n'atteint à son plus haut degré de plénitude que dans sa capacité à entrer en relation avec la diversité du monde. Donc il y a quelque chose à réorganiser sur la base d'une politique relationnelle qui est beaucoup plus vaste que la compassion, la charité, l'indignation, etc. On se sent petit par moment. Mais toujours habitué à poser des questions, là, effectivement, c'est une autoroute. Je ne fais pas grand-chose. C'est vrai que je suis bavard. Mais non, mais c'est que vous avez l'art d'exprimer des choses qui, pour nous, nécessitent des réflexions. Ça veut dire quoi? Vous êtes le sapiens à 80% d'imaginaire. Nous, on est des sapiens avec 2 grammes, comme disait l'autre, d'imaginaire. Enfin, et donc, ça, c'est bien ce que vous dites parce que... Et voilà. Ah, bah, ça montre quelque chose qui s'est produit avec la mort de ma mère. C'est une catastrophe. Hein. Toutes les morts de ceux qu'on aime, que des catastrophes. Je tiens à dire, excusez-moi, hein, parce que, on dit, mettons que c'est de la souffrance. Bien sûr, il y a de la souffrance, mais il y a de la... par la matière de l'absence, la trace, la conception de la mort aux Antilles. On ne parle pas de la mort, on parle de la mortalité.
C'est-à-dire que ça appartient un peu à tout le monde. Il n'y a pas ce processus définitif de rupture. Il y a la façon aussi de respecter la mémoire, les sépultures, sentiment de poussière, on sort du cimetière, on enlève les poussières, parce que, voilà. Mais ça veut dire que le mort est présent, enfin, il n'existe pas, enfin, il n'y a plus de frontières aussi marquées que dans notre conception de la mort. Et c'est votre force. C'est ce qui vous fabrique peut-être cette richesse. Vous parliez de complexité de notre culture. Oui, c'est pas de la complexité, c'est de la richesse. Oui, ça c'est des constructions communautaires qui ont existé partout. Hein. Donc on a toujours voulu, toutes les communautés de sapiens ont toujours voulu se protéger de la contagion de la mort. Donc il y a tout un dispositif, et ça toutes les cultures l'ont. La culture. Oui, on se protège, on la marchandise, donc c'est bon. Hein. Oui, enfin, bon, il faudrait analyser ce qui s'est produit, mais fondamentalement ça reste. La mort reste cantonnée dans dehors. On n'a pas encore intégré l'idée, comme dans certaines anciennes communautés très très anciennes, où la mort faisait partie de la vie, les ancêtres étaient enterrés dans le salon, etc. Donc c'était une autre approche. Avec le système occidental, la mort a été mise de côté, d'une certaine manière, a été mais dans toutes les communautés anciennes, on a un dispositif de protection. Ça, c'est l'esprit magique qui fonctionne par analogie. Tout ce qui vient du mort est dangereux parce qu'il peut vous entraîner dans la mort, donc il y a des dispositifs de contrôle. Mais ce que je voulais dire, c'était que ça crée une catastrophe individuelle. Et que cette catastrophe, lorsque je commence à comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est 10 ans après que j'écris, je me rends compte que cette catastrophe va me forcer à mobiliser une perception de tout ce qui est en moi, non pas dire, bon, ça c'est familial, ça c'est les Antilles, ça c'est... véritablement presque la situation humaine qui est considérée et qui est considérée sous l'angle de l'absence, etc. Et cette créativité-là, Sapiens l'a connue. Et ça, c'est absolument important parce qu'on s'aperçoit que l'irruption de la mort individuelle crée une irruption de l'impensable, que cette irruption de l'impensable suscite un élan de créativité, un surcroît de vie et d'humanité d'une certaine manière, et que toute la créativité de Sapiens vient d'une certaine manière d'une confrontation à l'impensable. Et on s'aperçoit que, et Deleuze explique bien dans les processus de création, lorsqu'il étudie la création chez Turner, chez Cézanne, Paul Klee, etc., il dit que ces auteurs, et aussi Bacon, il dit que ces auteurs, ces peintres, lorsqu'ils abordent la toile est remplie de clichés, de déjà-vu, de déjà-fait, etc., et que l'acte de peindre va être l'instauration d'une catastrophe. Et que l'intention du peintre, quand il dit, bon, je vais peindre un tableau, l'intention, d'une certaine manière, c'est l'ordre du monde, il appelle ça une sorte de cliché fondamental. Dans toute intention de création, il y a un cliché. Mais dans l'acte de peindre, tous les créateurs vont créer une catastrophe artistique et esthétique qui va constituer le style particulier du créateur. Et c'est cette catastrophe qui va lui permettre d'échapper à toutes les rigidités de l'imaginaire, etc., etc. Et c'est ça qui me paraît important. Et dans ce livre, après tout le cheminement que je montre de créativité, je me dis que pour déclencher véritablement l'imaginaire relationnel, pour nous débarrasser des vieux réflexes, la manière de penser la langue, de penser l'identité, de penser la communauté, tous ces absolus qui nous rassurent, etc., cette crainte que nous avons face à la diversité, face à l'autre et à la fluidité des langues, des histoires, etc. Cette crainte-là, il faut la dissiper par une sorte de catastrophe symbolique qui serait un rapport à l'impensable. Homo sapiens a toujours mis en face de l'impensable, l'incompréhensible, l'inconcevable de l'univers, de la vie, de la mort. Il a déployé des paravents. Ces paravents, c'est les systèmes religieux, les systèmes symboliques, les systèmes de pensée, les pensées de système. Et d'une certaine manière, ça nous protégeait. Mais si on arrive à se débarrasser de cela et à se mettre debout comme devant l'impensable, on retrouve une situation originelle de créativité. Et la catastrophe, d'une certaine manière, elle est inaugurale d'une création de soi et des nouvelles collectivités. On ne pourra pas accéder à ces nouvelles collectivités si d'une certaine manière on ne crée pas une catastrophe symbolique qui nous permettra d'échapper aux vieilles certitudes. Ceci étant, la catastrophe nous guette, puisque la mutation climatique, l'effondrement massif de la biodiversité, les pollutions, etc., tous les problèmes d'eau que nous aurons dans les années qui viennent, et puis bien sûr
ce système capitaliste financier qui va s'effondrer, c'est une catastrophe qui nous obligera. Bien sûr, ça a provoqué des régressions ethniques, communautaires, etc. Mais en même temps, ça a provoqué une prise de conscience beaucoup plus large que mon pays, ma langue, ma nation, etc., pour entrer dans un autre imaginaire qui sera l'imaginaire relationnel. Donc plutôt que d'attendre, essayons de cultiver en nous, et peut-être en cela que ce livre est intéressant, parce que je fais une sorte d'initiation avec la mort de ma mère, ça devient le lieu d'une initiation à l'imaginaire relationnel. Et je pense que chacun peut transformer les morts que nous subissons dans notre vie, puisque c'est par la mort qu'on a la confrontation la plus puissante et la plus affective à l'impensable. Chacun peut aujourd'hui transformer les morts en de petits rituels individuels qui créent une initiation et une sorte d'adaptation au grand flux de la relation dans le monde. Et puis elle est présente, hein, on parle d'elle. Hein, et puis en plus, elle est là. Ouais. Alors, en revanche, l'absence des hommes, parce que Maninot, c'est Mme Georges. Oui, Mme Georges. On emploie souvent le prénom du mari. Comme dans toutes les communautés, enfin pas toutes, parce qu'on a eu des communautés organisées autour des femmes. Mais bon, quand c'était Georges, son prénom disparaissait, c'est le prénom de mon ancêtre. Madame, c'est la Madame de Georges, donc c'est le mari qui donnait. Mais les cultures créoles antillaises, et d'une certaine manière, toutes les cultures qui vont naître dans le système des plantations, le système des plantations, c'est toutes les Amériques, pratiquement toute l'Amérique latine, une bonne part de l'Amérique centrale, le sud des États-Unis. On a des familles matrifocales, c'est-à-dire des familles focalisées autour de la mer. Pour des raisons multiples d'organisation de la plantation, mais pour aussi une raison symbolique, c'est que la place du père, qui est la place de l'autorité dans la conception la plus dominante, était occupée par le maître. Le père, le maître faisait ce qu'il voulait des femmes, il pouvait vendre les enfants, il décidait de tout. Donc du coup, le géniteur esclave ne pouvait pas occuper la place de l'autorité. Ce qui fait qu'on a eu une organisation des familles, des enfants autour des femmes, les sœurs, les grands-mères, les tantes, etc. La grande sœur, la baronne. Ouais, du coup, ma famille était d'essence matrifocale, organisée autour des femmes. Ma mère, la sœur aînée, sacrifiée d'une certaine manière à l'éducation des autres. Donc on a une famille organisée autour des femmes. Et puis mon père était périphérique, un peu comme une lune qui tournait autour de la maison. Il ne me demandait jamais est-ce que tu as fait tes devoirs, tu as appris tes leçons, etc. C'était la baronne, c'était ma maman, etc. Il contrôlait les notes, il voulait voir un beau carnet, mais il restait périphérique. Et dans la famille matrifocale, les femmes occupent tout l'espace domestique et ne laissent pratiquement pas de place à l'intervention. Ce qui crée des problèmes, parce comme on n'est plus dans des sociétés communautaires, on est dans des sociétés d'individus. Lorsque vous examinez un couple aujourd'hui, même aux Antilles, vous ne pouvez pas dire, bon, la famille antillaise est matrifocale, voilà, ça ne marche plus, puisque ce sont des individus, donc c'est des associations d'individus. Il faut gratter pour voir à quoi on en faire. Quand vous avez un individu en face de vous, vous ne pouvez pas l'inscrire dans une référence communautaire totale, globalisante et définitive. Il y a, bon, il est musulman, donc voilà son machin. Ah, il est français, donc voilà, on ne peut plus. Tous les marqueurs identitaires traditionnels ne fonctionnent plus. Il faut voir pour chaque individu ce qu'il est. Et ces associations d'individus dans des familles créent des structures familiales assez particulières. Moi, j'avais une structure nucléaire, mon père, ma mère étaient là, parce que dans beaucoup de familles antillaises, il n'y a que la mère et la sœur et la chaîne, alors que là, mon père était là, donc d'apparence, c'était une famille nucléaire, mais en réalité, c'était une famille de culture matrifocale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, le processus d'individuation, c'est ce qui définit nos sociétés, ce qui fait que le vieil arbre généalogique que nous avions l'habitude de sortir, toute la lignée des ancêtres, et puis les grosses racines qui nous mettent dans un territoire, ça ne marche plus. Et un individu aujourd'hui, c'est une expérience dans le monde. Et plutôt que l'arbre généalogique, c'est un arbre relationnel. Et il faudrait essayer de demander à chacun de faire son arbre relationnel, les pays qu'on aime, les gens qu'on a rencontrés, les langues qui nous fascinent, les dieux que nous aimons. Enfin bon, on s'aperçoit qu'on a des espèces de ramifications très très particulières, une expérience singulière qui de toute manière nous ouvre à un espace symbolique beaucoup plus large que le simple espace territorial ou national. Et cet arbre relationnel détermine beaucoup de modifications en termes d'organisation de soi, de définition de soi, et en termes d'organisation sociétale, aussi en termes de politique publique. J'en viens à... On est obligé de terminer. Bon, on restera des heures.
On met un petit peu de bois dans la cheminée, et puis on prend un petit verre, on s'installe et on écoute Patrick pendant des heures. Comme j'avais parlé de l'insularité, ce qui veut plus dire rien dire évidemment, quand même la question que je me posais, c'est dans cette perspective, cette richesse, cette relation à l'autre, cette construction où l'imaginaire vous fait avancer et vous donne une vision positive des choses, en tout cas avec un projet qu'on ne partage pas tout le temps, comme vous l'avez vu ici en métropole. Quelle relation vous avez à la terre? Moi, en plus, c'est une expérience personnelle, donc c'est une expérience qu'il faut aller gratter pour chaque individu. On ne peut pas dire les Antillais sont comme ça. Il y a votre terre, évidemment. Moi, je suis assez enraciné, paradoxalement. Je ne suis pas très voyageur, j'aime pas les voyages, je n'aime pas parler en public aussi. On va dire Michel Debré. Je suis assez... Mais ça, bon, ça peut s'expliquer hein, par mon histoire personnelle. Mais l'arbre relationnel vous crée une géographie cordiale qui est composée de plusieurs petits morceaux de pays. Si vous regardez bien, il y a des bouts de pays que vous aimez, que vous les associez comme ça dans l'arbre relationnel, et votre territoire personnel est généralement beaucoup plus large que le territoire national. On peut plus limiter quelqu'un à son territoire national. D'ailleurs, dans la littérature, c'est déjà en cours. C'est-à-dire que j'écris en français, mais je suis beaucoup plus proche de n'importe quel écrivain anglophone ou hispanophone de la Caraïbe que d'un écrivain français, même si je fais partie aussi de la littérature française. J'ai la peau noire, mais je suis plus proche de n'importe quel écrivain blanc de la Caraïbe que d'un écrivain africain, même si j'ai des solidarités évidentes avec l'Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont les structures d'imaginaire qui vont déterminer aujourd'hui l'équation d'un individu. Et c'est vrai, il faut poser à chaque personne quel est ton pays. Et ton pays, et généralement, il peut aussi se réduire, enfin se tenir dans la terre natale, mais on peut aussi avoir plusieurs terres natales. On peut choisir sa terre natale, on peut choisir sa langue, on peut choisir sa langue d'écriture, on peut choisir sa langue d'amour, on peut choisir sa langue religieuse. Toute cette liberté infinie que nous avons en face de la grande diversité des créations humaines est absolument précieuse. Et pour parler de l'insularité et la notion de partir, l'insularité n'existe pas. D'abord, ça n'existe pas en termes environnementaux. Bien, on voit bien que dans les îles, on a des phénomènes de spéciation, des adaptations à des microclimats qui sont généralement assez temporaires et qui évoluent très vite. Hein. Mais d'une manière générale, l'île est ouverte à tous les vents et balayée par la profonde de l'océan. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on regarde la Caraïbe avant l'arrivée des colons, les Amérindiens circulaient, rebondissaient sur toutes les îles, ils allaient dans le continent, ils ne connaissaient pas l'île. La mer n'était pas un mur, la mer était un lieu de relation. Et c'est quand les colons vont arriver qu'ils vont inventer l'insularité. Le colon débarque, il met son drapeau, ça c'est à moi, ça c'est à la reine, ça c'est à ceci, il dresse son drapeau et hop, tous les isolements que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui dans la Caraïbe, anglophones, ceci, cela, hispanophone, francophone, tous ces isolements, donc ces insularités, je dirais, anthropologiques, proviennent de la colonisation. Donc l'esprit des Amérindiens n'était pas un esprit d'insularité, au contraire, c'était un esprit de relation. Et dans l'esprit de la relation, la mer relie infiniment. La mer, prolongement de la terre. Sans jeu de mots, parce qu'il y a la maman aussi, la terre c'est la mer. Ah, bien sûr, c'est terre matricielle. Pour tout le monde. Ah, oui. Pour tout le monde, en sachant que c'est une fonction. Et que la fonction maternelle risque dans les années qui viennent de changer considérablement, telle qu'elle peut être portée par quelqu'un de sexe différent. Dans les familles matrifocales, par exemple, l'autorité peut être portée par la grand-mère. Donc le rôle du père, la structuration verticale est donnée par quelqu'un